Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Antoine Baudon, Les enjeux du désengagement des djihadistes, 2020. Arnaud Münster, Émancipation, de Marx à Marcuse, 2020. Mohamed Salhab, Jean-Claude Beaune et Odette Barbero, Dire La technologie une et multiple, réflexion libanaise et française, 2020. Philippe Jourdain, Gilets jaunes, mai 68, 2020. Michel Adam, Composer avec la nature. Renaturation et géocitoyenneté, 2020. Jacques Bochard, Le peuple contre le peuple. Démocratie et Gilets jaunes, 2020. Pierre Morlan, Pour en finir avec les religions, 2020. Louise Fine, Enfant au travail, Le paradoxe de la nécessité et du choix, 2020. Abdelbaki Belf AKIH, Abdelkader Gonegaï, Bruno Péquignot, Dire Art, individu et société, 2020. Alain Redslob, Évidence économique d'hier et d'aujourd'hui. Pensée, innovation, mutation, 2020. Simon-Pierre Thierry, Le regain des campagnes. Les ruraux et leurs collectivités locales, 2020. Mathieu Labbé ZERILLI, Manuel de survie d'un universaliste, 2020. Laure MANICOM, Manière de penser les crises, 2020. Avant-propos. Les réflexions qui suivent ne sont que les pensées d'un citoyen ordinaire, celles d'un anonyme au milieu des autres anonymes. Elles ne sont pas des vérités, juste des idées jetées sur le papier sur notre société et sur le concept souvent méconnu de la culture de la paix et de la non-violence. Ces pensées n'ont pas d'autre ambition que celle d'ouvrir à une discussion en chacun, une discussion entre amis, une discussion de tous et entre tous sur notre avenir commun. Vers une société de paix ? La culture Jomon, au Japon, s'étend entre 15 000 et 300 ans avant notre ère. Cette culture est entre autres remarquable pour la très faible quantité de guerres qu'elle a connues. Il s'agirait de l'une des périodes ayant eu le moins de guerres de toute l'histoire de l'humanité. Par opposition, aujourd'hui, bien que nous vivions dans une société dite civilisée, depuis la Seconde Guerre mondiale plus de 200 conflits ont éclaté en 74 ans dont une cinquantaine perdurent encore en 2019. Certes, ces guerres sont celles d'une société mondialisée et non plus d'une zone géographique restreinte. Certes, elles n'impliquent pas à tout moment tous les pays, mais la comparaison avec les très longues périodes de paix Jomon n'en demeure pas moins saisissante. Une société en paix serait-elle devenue impossible ? Pourtant, la paix paraît désirable. En effet, quel être humain désirerait ouvertement la guerre sans une raison qu'il pense valable ? Si nous acceptons la guerre, c'est parce qu'elle nous paraît inévitable, nécessaire, voire juste. Mais si nous l'acceptons, c'est que nous ne la désirons pas. Il y a loin entre le désir et l'acceptation. Même les justifications invoquées pour faire la guerre par ceux-là même qui en sont à l'origine, ont toujours été, qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait se défendre, que c'était sa survie, ou encore que le bien du monde était en jeu. En revanche, jamais, du moins de nos jours, il n'est mis en avant qu'on va faire la guerre par plaisir, par simple envie ou désir. Et donc, si l'état de paix semble désiré, contrairement à la guerre qui serait un état subi, la question est de savoir si nous pouvons nous diriger vers une société de paix. Tout d'abord, il me semble important de nous interroger sur le sens des mots paix et guerre. On pourrait naturellement se dire que nous savons ce que recouvrent la paix et la guerre. Pourtant, tenter de définir un mot permet souvent de mieux le cerner en faisant ressortir sa complexité. L'une des définitions que l'on trouve de la paix est la suivante : situation d'un pays, d'un peuple, d'un État qui n'est pas en guerre. La guerre de son côté peut être définie comme une lutte armée entre États. Ces définitions, quoique courantes, ne retranscrivent pas toute la complexité de ces phénomènes. Elles en donnent des visions incomplètes conduisant parfois à des interprétations questionnables tel ce syllogisme longtemps présent dans les mouvements pacifistes qui voudraient que
sans armes pas de guerre et comme sans guerre la paix, donc sans armes la paix. Cette idée pourrait paraître séduisante et dans un premier temps, non dénuée d'un certain bon sens. Cependant, elle réduit la paix à l'opposé de la guerre et la guerre à la présence d'armes. Est-ce aussi simple? On pourrait par exemple alléguer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des armes pour tuer. On pourrait également opposer le fait que ce qui fait une arme c'est aussi son utilisation. Un couteau est-il une arme ou bien un simple outil de cuisine? On voit ainsi que ce syllogisme, tout en se basant sur des définitions courantes de la guerre et la paix, s'avère finalement trop réducteur pour rendre compte de la réalité. Il permet toutefois de mettre en évidence que même des notions aussi courantes que la guerre et la paix ne sont pas si faciles à définir et que des définitions incomplètes peuvent conduire à des idées fausses. En s'attardant un peu plus sur le sens des mots, on est obligé d'aller au-delà de nos premières réponses, régulièrement incomplètes. Ainsi, la guerre est-elle uniquement la guerre entre deux États? La guerre n'est-elle pas également la guerre à l'intérieur d'un même État? Est-ce que le terrorisme fait aussi partie de la guerre? En effet, ne dit-on pas que nous sommes en guerre contre le terrorisme? La guerre est-elle juste une affaire militaire ou bien s'applique-t-elle au conflit en général? Et si elle s'applique au conflit en général, faut-il des morts pour parler de guerre? En effet, le conflit n'existe-t-il pas au-delà des violences physiques, dans les inégalités ou les injustices par exemple? On le voit, en questionnant les concepts de guerre et de paix, les notions qui s'y rattachent peuvent en fin de compte s'avérer beaucoup plus vastes que ce que nous y aurions mis au départ. Ces réflexions, loin d'être gratuites, nous interrogent sur ce qui fait réellement la guerre ou la paix et sur leurs origines. Faisant le double constat que d'une part malgré l'importance des mouvements pacifistes du XXe siècle, les guerres étaient toujours présentes et que d'autre part guerre et paix apparaissaient comme des phénomènes complexes, au fondement tout aussi complexes, l'ONU reprit à son compte l'idée de culture de la paix afin de lutter contre les guerres. En 1999, il adopta la déclaration et le programme d'action sur une culture de la paix, avec la résolution 53-243e. Elle a pour but de prévenir les guerres, au travers de la culture de la paix en s'attachant à leurs causes profondes. Cette résolution s'insère dans une démarche non violente afin de former ce que l'on appelle la culture de la paix et de la non-violence. La culture de la paix et de la non-violence s'articule autour de 8 points en lien avec l'organisation de nos sociétés. Ces 8 points sont les suivants. 1. Renforcer l'éducation à la culture de paix. 2. Promouvoir le développement durable. 3. Promouvoir les droits humains. 4. Assurer l'égalité homme-femme. 5. Favoriser la participation démocratique. 6. Faire progresser la tolérance et la solidarité. 7. Soutenir la libre circulation des connaissances et de l'information. 8. Promouvoir la paix. Dans cette optique, la paix et la guerre ne sont pas seulement liées à l'absence ou à la présence d'armes mais elles sont considérées comme des phénomènes résultant de causes multiples. Cette vision recherche les origines réelles de l'apparition de ces événements dans nos sociétés. La paix, dans la culture de la paix et de la non-violence, devient la résultante de 8 champs fondamentaux de notre quotidien, 8 champs constitutifs de nos sociétés. De la même manière, il est clairement proposé ici que la guerre n'a pas une seule source, la présence d'armes, mais qu'elle est le fruit de tout un ensemble de causes sociales. La paix ne peut donc se construire qu'en envisageant la société dans son ensemble. En d'autres termes, on ne peut pas limiter la guerre et la paix à une vision partielle, se focaliser sur un seul des 8 points et oublier les autres si on veut une résolution totale et durable des conflits. Cette idée m'apparaît pour ma part pleine de bon sens. Comment imaginer que des phénomènes si prégnants dans nos sociétés n'aient rien à voir avec nos sociétés? Qu'ils ne soient que le fruit du hasard ou des circonstances? Comment imaginer solutionner un problème en observant que la partie émergée de l'iceberg et en ne s'attaquant pas à l'ensemble de ses causes? D'ailleurs, l'idée que la société influence l'apparition de la paix ou de la guerre est à rapprocher des recherches menées par Hisashi Nakao sur la culture Jomon et leur longue période sans conflit. C'est par une société différente, et non par un manque d'armement que se trouverait l'explication de la très faible quantité de conflits durant la période Jomon. En travaillant conjointement sur ces 8 points, la culture de la paix et de la non-violence se propose d'ouvrir une voie vers une société délivrée des conflits et de la guerre.
Une telle société pourrait être qualifiée de société de paix. Elle serait une société pacifiée, en paix au sens large du terme et de façon pérenne. Elle serait définie par une absence de conflits en général. Il faut entendre par là de tous les conflits, qu'ils soient armés ou non, nationaux ou internationaux, sociétaux ou même personnels. Cette société serait pourtant diverse et variée. En effet, grâce à la disparition de ces conflits, cette société de paix émergerait. Cependant, attention, l'absence de conflit n'implique pas pour moi l'absence d'opinions contradictoires ou de différences. Bien au contraire, en absence de conflit, la diversité de pensée et d'expression peut pleinement s'exprimer sans être sous le joug de la force. Cette pluralité conduit à des oppositions, mais qui se règlent dans la non-violence, laissant une place entière à la discussion. La question de l'existence de la paix, et d'une société de paix, serait donc une véritable question de choix sociétal. D'aucuns traiteraient cette société d'utopie, pourtant, ainsi qu'un ami aime à le répéter, les utopies d'hier sont les réalités de demain. Alors, n'avons-nous pas le devoir d'imaginer une société pour demain ? Pour imaginer notre avenir, et répondre aux choix sociétaux auxquels nous serons et sommes déjà confrontés, la culture de la paix et de la non-violence me semble être un très bon départ de réflexion. Malheureusement, elle demeure peu connue. Pourtant, elle a fait l'objet d'une année internationale en 2000, puis d'une décennie internationale à l'égard de tous les enfants du monde. Cette méconnaissance est d'autant plus dommageable que la culture de la paix et de la non-violence est avant tout une affaire de citoyens, d'hommes et de femmes, et vise à ce que chacun et chacune se l'approprie. Pour moi, la culture de la paix et de la non-violence met en avant deux éléments qui me semblent primordiaux à l'élaboration d'une société. Le premier est de penser que la paix est un concept holistique, c'est-à-dire, comme on l'a vu, qu'elle est le résultat de plusieurs champs sociétaux qui ne sont pas décorrélés les uns des autres. Le second est de considérer que la paix est l'affaire de tous. J'irai même plus loin pour ma part. Il s'agit d'une idée à développer, à imaginer, à faire grandir ensemble. La culture de la paix et de la non-violence ouvre à un questionnement à la fois théorique et très concret sur notre quotidien. Elle est par conséquent accessible à tous. Ces 8 points nous touchent tous et nous pouvons tous nous en emparer. Ainsi, de mon point de vue, la culture de la paix et de la non-violence n'est pas un concept figé, mais plutôt une idée qui amène à discussion. Il me semble essentiel de discuter, de réfléchir avant d'agir afin de savoir dans quelle direction et comment le faire. D'ailleurs, en réalité, réfléchir c'est agir. C'est dans cette optique que je préfère reformuler les 8 points de la culture de la paix et de la non-violence en 8 champs ouverts. 1. Education. 2. Développement durable. 3. Droits humains. 4. Égalité femmes-hommes. 5. Démocratie. 6. Solidarité et tolérance. 7. Libre circulation des connaissances et de l'information. 8. Paix. Plus que des actions, telles que vues par l'ONU, la culture de la paix et de la non-violence présente pour moi avant tout des champs de réflexion, d'investigation pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Ces champs sont là pour pleinement penser une société de paix, une société de demain. Au fil des 9 chapitres qui suivent, je m'efforcerai donc d'apporter ma contribution à la réflexion sur les 8 points de la culture de la paix et de la non-violence et sur la non-violence elle-même. Il s'agit en réalité d'une invitation à une réflexion commune, car cette histoire ne peut s'écrire que tous ensemble, s'agissant de notre histoire à tous. L'éducation. L'éducation est le premier point de la culture de la paix et de la non-violence. Lorsque l'on parle d'éducation dans la perspective d'une société pacifiée, on parle en fait souvent d'éducation à la paix. Cette éducation a pour objet, entre autres choses, d'éduquer à la non-violence et dans la non-violence, de promouvoir la communication dans la résolution des conflits, de rendre la paix plus désirable que la guerre, bien que dans une certaine mesure ce soit déjà le cas. Il me semble cependant qu'il s'agit là plutôt d'une éducation au pacifisme et à la non-violence, que d'une éducation en vue d'une société de paix. En effet, si cette éducation participe à n'en pas douter à la popularisation des idées pacifiques et non violentes, cependant, est-elle suffisante pour se diriger vers une société de paix ? Comme nous l'avons vu, la paix est un concept holistique, propriété émergente de 8 points sociétaux. Dans cette optique,
L'éducation pour une société de paix ne peut d'après moi qu'être envisagée de la même manière de façon globale. Il me semble par conséquent important d'élargir la réflexion à l'éducation dans son ensemble, en ne nous limitant pas aux éléments classiques du pacifisme, tout comme la culture de la paix et de la non-violence ne s'y limite pas. La paix n'est pas juste l'absence de guerre, la paix c'est bien plus. L'éducation ce n'est pas juste l'éducation à la paix, c'est bien plus. Si on considère qu'une société de paix ne peut exister que si la société change dans son ensemble, limiter l'éducation au pacifisme revient à se priver du levier que cette dernière peut avoir sur le changement de l'humanité. L'éducation est l'action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. Elle est le moyen de transmettre des connaissances, des savoirs, de développer l'individu. Cependant, malgré ce rôle fondamental dans l'édification de chacun, elle est parfois négligée et son pouvoir est mésestimé. L'éducation c'est pourtant la transmission, qu'elle soit orale ou écrite, des savoirs qui nous ont permis de survivre. C'est également le moyen de dépasser nos connaissances en s'appuyant sur celles déjà existantes. C'est ainsi que les sciences par exemple se sont construites. Mais l'éducation peut aussi avoir un rôle uniformisant et servir d'instrument de conquête. La propagation de sa propre culture au détriment de celle des peuples conquis permet leur assimilation de façon bien plus efficace encore que la force. Ce fut par exemple le cas des Indiens d'Amérique du Nord et des Nénètes de Sibérie dont les enfants ont été envoyés massivement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.